Dans cette capsule, on va essayer de parler de particularités ou bien de cas particuliers sur les programmes linéaires. Donc on a donné comment choisir, comment transformer un programme sous forme canonique, comment transformer sous forme standard et comment rédiger un tableau initial et comment pivoter pour obtenir un tableau optimal. Mais parfois il y a des cas particuliers qu'il faut traiter. Alors, le calcul matriciel, ou bien le traitement matriciel d'un problème sous forme standard, c'est tout simplement en rajoutant des variables d'écart. Ces variables d'écart, ils permettent d'avoir une matrice identité. Mais on va constater en faisant des exercices, ce n'est pas que toujours le cas. Par exemple, lorsqu'on a une contrainte supérieure ou égale, on va faire moins une variable d'écart. Et dans ce cas-là, on n'a pas de colonne de l'identité, parce que dans la colonne des variables, on va trouver un signe -1. Et donc, ça va poser problème par la suite. On va voir cela dans la dernière étape du chapitre. Alors, on rappelle que parfois, le problème consiste à trouver d'abord une solution réalisable. Cette solution réalisable, comme j'ai dit, c'est ce qu'on trouve en rajoutant les variables d'écart. Et en faisant cela, on obtient une matrice sous forme de une partie de la matrice A initiale plus l'identité. L'identité qui résulte du fait qu'on a rajouté des variables d'écart. Mais sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas de figure, on a besoin de trouver une solution réalisable initiale pour démarrer l'algorithme. Et donc, il y a des procédures qu'on fait pour trouver cette solution, ce qu'on appelle un conditionnement ou bien un préconditionnement du programme, ou bien ce qu'on appelle une première phase. Qu'on appelle une première phase pour trouver une solution réalisable. Deuxième cas de figure, c'est le problème de dégénérescence, ou bien le problème, le cas d'un programme linéaire dégénéré. C'est-à-dire que le rapport BP sur A PJ, ou bien c'est la valeur minimale, est égal à 0. Le rapport qu'on fait pour déterminer la valeur sortante, on obtient dans ce rapport une valeur nulle. Dans ce cas-là, on a un problème qu'on appelle dégénéré, ce qui permet de faire une substitution, c'est-à-dire faire une étape supplémentaire pour obtenir une solution à ce problème. Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, parfois on a un problème de coefficient strictement positif qui se répète, c'est-à-dire la même valeur qui se répète pour plusieurs variables. Ou bien, dans le rapport qui détermine les valeurs sortantes, le même rapport, la même valeur qui se répète 2-3 fois dans un tableau. Et dans ce cas-là, on fait appel à une règle qu'on appelle la règle de Plante, c'est-à-dire prendre l'indice le plus bas. Prendre l'indice le plus bas dans le vecteur inconnu. Donc, je rappelle, quand on a un problème de plusieurs variables, l'indice le plus bas correspond à l'ordre des variables. À l'ordre des variables. C'est-à-dire x1 a un indice plus bas que x2, x2 a un indice plus bas que x3, et ainsi de suite. Et bien évidemment, les variables d'écart ont des indices plus élevés que les variables de décision parce qu'ils viennent par la suite. D'accord? Exemple, vous avez ici dans le tableau x4 et x3 ont les deux des rapports nuls. Et dans ce cas-là, je vais prendre x3 comme valeur entrante, car il a un indice plus bas. La même chose ici pour le tableau 2, j'ai E1 et O2 qui ont des rapports, qui ont donné le même rapport, c'est-à-dire 2. Et dans ce cas-là, je vais prendre x1 parce qu'il a un indice plus bas. Je peux avoir la même chose pour le coefficient de la fonction objectif. La même chose, je prends toujours l'indice le plus bas. Dans le quatrième tableau, je constate que j'ai un problème avec une fonction objective qui contient une valeur positive, strictement. C'est-à-dire que ce tableau n'est pas optimal, mais en même temps, je n'arrive pas à trouver un pivot car j'ai une valeur négative et une autre nulle. Et dans ce cas-là, je dis que z est égal
à l'infini, je dis que z est égal à l'infini, c'est-à-dire que le problème tend vers l'infini. Il n'admet pas de solution, mais tend vers l'infini. Alors, un autre cas de particulier, lorsqu'on a un 0 dans la fonction objective qui correspond au vecteur dn, c'est-à-dire dans le vecteur dn, il y a un 0. Par exemple, si vous prenez ce problème, vous avez x1 et x2 dans la base, donc il est là, et donc E1 et E2 sont hors base. Dans ce cas-là, on a un 0, ça veut dire que si je regarde bien la fonction, le théorème d'optimalité qu'on a vu, on a dit que si dn est inférieur ou égal à 0, et b, la solution est réalisable, alors il est optimal. Donc ce tableau, il est optimal, bien évidemment. Sauf que je peux pivoter puisque on pivote du moment qu'on a une valeur supérieure ou égale à 0. Et 0 est supérieur ou égal à 0. Et donc je peux faire un pivoter de telle sorte à faire entrer O2. Donc en faisant cela, j'ai automatiquement x1 qui est sortante. Parce que dans x2, il y a une valeur négative. Donc je ne peux pas la prendre comme pivot. Et donc, lorsque je pivote en faisant la permutation entre O2 et x1, je vais obtenir une autre solution qui est présentée dans la table suivante, mais qui correspond à la même valeur de z. Et donc ça, dans ce cas de figure, on est en cas d'un segment, on est en face d'un cas où il y a un segment avec deux sommets. Donc la première solution correspond à x1 égale à 3, x2 égale à 2, et la deuxième solution correspond à x1 égale à 0, parce qu'il repasse, et x2 est égal à 8. Mais z, dans les deux cas, est égal à 8. Et donc, il y a une infinité de solutions. Donc, c'est un cas particulier aussi. Donc, je rappelle, lorsqu'on a un 0 dans le vecteur dn et le tableau est optimal, cela correspond à un cas d'infinité de solutions.